Notre invité cette semaine, Raymond Bachand. Raymond Bachand, bonjour, bienvenue à Mémoire. Bonjour, Pascal Navarro. Est-ce que vous pourriez nous décrire le milieu dans lequel vous avez grandi et ce que faisaient vos parents? J'ai grandi dans un milieu qu'on dirait, probablement Jacques Parizeau dirait petite bourgeoisie, mais mon père travaillait à l'Université de Montréal, était directeur de relations publiques. Maman était infirmière, mais aussi professeure de français. Elle s'intéressait à toutes sortes de choses. Petite école de quartier, l'école Saint-Clément, qui est une très bonne école d'ailleurs. Beaucoup de sports extérieurs là, dans mon enfance, parce qu'il n'y avait pas de télévision au tout début, en tout cas. Alors, on jouait dehors. C'était le bon temps. Au hockey, au baseball, au football, une jeunesse aussi jusqu'à l'âge de 12 ans dans des camps d'été, souvent en Ontario, pour, entre autres, apprendre l'anglais, mais avoir du plaisir aussi en excursion en canot dans nos forêts. Dans une enfance, somme toute, avec pas d'histoire dramatique. Mes parents sont séparés, mais j'avais 12-13 ans déjà, ce qui était rare à l'époque, des gens qui se séparaient. Ouais. En effet. Donc, votre père était directeur à l'Université de Montréal, donc il avait un poste quand même assez, j'imagine, prestigieux. Il avait un certain statut. Vous avez dit au Journal des Affaires que c'est de votre père que vous tenez vos qualités de développeur. Est-ce que vous diriez qu'il a été comme un modèle à ce niveau-là? Puis qu'est-ce que c'est des qualités de développeur? Bien, il y a 2-3 éléments dans votre question. Mais mon père, oui, était à l'Université de Montréal. Il a développé le fonds de développement de l'Université de Montréal. Mon père se présentait comme le quêteux en chef de l'université. Il tendait la main comme ça. Ça n'existait pas, la tradition philanthropique chez les francophones. Il écrivait des centaines de lettres le dimanche il signait des lettres individuellement. S'il vous plaît, Pascal, même 10 $ serait apprécié. Mais il a aussi, il était connu partout dans Montréal, mais il a aussi créé, avec Jean-Marc Léger, ils ont vraiment eu l'idée de créer l'OPELF, l'Association internationale des universités de langue française, donc, moi, j'ai vu à Montréal, chez nous, parfois aussi, des gens qui viennent de tous les pays du monde, des leaders, c'était assez exceptionnel. Alors, où est-ce qu'on acquiert le goût de développement? Je ne sais pas. Moi, c'est dans ma nature. J'ai toujours fait plus d'une chose à la fois. Bien sûr, oui, quand j'étudiais, mais j'étais aussi bénévole socialement, puis actif politiquement. Puis toute ma vie a été marquée d'implication un peu partout dans la société. Mais vous venez d'une famille politique. Vous dites aussi que vous y avez été initié par votre grand-père. Pouvez-vous nous raconter? Oui, mon grand-papa, Thomas Vien, était d'ailleurs député de Lévis, pas loin d'ici, Lauson, et après ça, d'Outremont, pendant 25 ans, sénateur 25 ans, il était président du Sénat. Mais moi, tous les dimanches, tous les 2 dimanches, je dirais sur ses genoux, c'était pas tout à fait vrai, j'embellis l'histoire, mais il nous racontait l'histoire du Canada et l'histoire de France. Il connaissait l'histoire de France sur plusieurs siècles et l'histoire du Canada complètement, mais aussi les incidents. Il a connu Mackenzie King, Wilfrid Laurier et tous les gens qui... Il parlait des débats parlementaires non télévisés, bien sûr, où les gens s'insultaient terriblement. Puis en sortant, ils rigolaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Il y avait un esprit de respect, malgré tout, qui existait. Puis, alors, j'ai appris un peu l'histoire politique de ce côté-là, mais dans ma famille aussi, parce que papa était organisateur libéral à l'époque, mais grand ami de Daniel Johnson, le premier, celui qui a été premier ministre de 66 à 68. Et nous, les soirées d'élection chez nous, c'était Jean-Marc Léger, Jean-Loup Gagnon, éditorialiste, là, en chef. C'était la fête. C'était la fête, mais avec tous des gens qui n'avaient pas nécessairement la même opinion politique. J'étais baigné là-dedans. Moi, je servais les gins ou je servais les... Pas trop de café, plus de gin. Oui, à l'époque. Et donc, j'ai quand même vécu dans
Une Une ambiance. ambiance où la chose politique est importante parce qu'on changeait la société par la politique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres façons de changer la société, mais à Importante et l'époque, naturelle, ça allait de soi dans votre vie finalement. oui, Mmh. tout à fait. Quelles études avez-vous entreprises? Ben, je sais pas, bien évidemment, les études Oui, après l'élémentaire, c'est le collège classique, après. Alfred Saint-Laurent-Stanislas, ils m'ont changé de collège pour la qualité de la langue. Ils voulaient que j'améliore OK. mon français. Mmh. Après, j'ai fait mes études de droit à l'Université de Montréal. Euh, et je suis allé faire un MBA à Harvard. Je suis revenu à Montréal, enseigné au HEC. Ils m'ont demandé, je suis allé faire un doctorat en stratégie d'entreprise à Harvard aussi. Il n'y en avait pas beaucoup de francophones Ouais. à Harvard à ce niveau-là. Quel souvenir vous gardez de cette période, d'études? Ben moi, ma période d'études a été aussi une période mouvementée en droit. Ben, on a été privilégiés. On a eu parmi les meilleurs professeurs de la génération de Jacques-Yvan Morin, que les parlementaires Mmh. connaissent bien, mais Jean-Louis Baudouin, qui était juge à la Cour d'appel, Jean Betts, qui a été à la Cour suprême, nos professeurs de droit criminel. On a eu une qualité d'enseignant exceptionnelle. Moi, j'étais vice-président de l'Association des étudiants. On a mené la première grève de l'histoire de la faculté de droit pour des raisons pédagogiques, pour faire C'est-à-dire? changer. Ben, il y avait des professeurs, si vous aviez les notes de l'étudiant de l'année qui précédait et vous les aviez devant vous, ils lisaient les mêmes phrases, mêmes mots à chaque fois, avec les mêmes blagues. Hem, Alors, on a décidé que avec ça les mêmes n'était blagues? avec les mêmes blagues aux mêmes endroits, etc. Alors, on a décidé que ce n'est pas de même qu'on devrait enseigner, mais plus avoir des polycopiés, des étudiés, que ça devrait être plus. Et on a fait la grève et les professeurs, je vous dirais, modernes, en silence, nous appuyaient, puis ça a changé tout Ah l'enseignement de ouais. la faculté. Mmh. Mais pendant ce temps-là aussi, ben, moi, j'avais créé l'association étudiante au Collège Stanislas. Les professeurs français n'aimaient pas trop ça. Euh, et évidemment, ça a été la période de 1900. Et moi, je suis un produit de la Révolution tranquille. Hein. C'est 1960-62, la nationalisation de l'électricité. Puis là, arrive Daniel Johnson, qui est élu en 66. Je me souviens toujours dans le sous-sol ce jour-là. C'était le silence absolu, sauf papa qui disait, vous ne le connaissez pas, donnez-lui la chance, vous allez voir, il va être un bon premier ministre. Mmh. Mon même père qui m'avait dit en 59, il rentrait à la maison avec un grand sourire, Duplessis venait de mourir. On ne devrait pas dire ça de quelqu'un qui meurt, mais il dit, la liberté va se lever sur le Québec. Mmh. Parce qu'il fallait changer Il y avait vraiment un les sens de choses. l'histoire, votre père aussi. Ben, on l'était tous, on ne gardait pas tous, on n'était pas tous dans nos tablettes et nos téléphones. On Ouais. lisait, il y avait le sens de la discussion aussi. Alors, c'était une période assez exceptionnelle. Puis évidemment, il y a eu, on y reviendra peut-être, mais la fondation du mouvement Souveraineté Oui, Association. oh, oui, effectivement. Comment vous avez commencé à travailler? Quel a été votre premier emploi? Ben, j'étais avocat chez Mmh. Ogilvy Renault. Quand j'ai fait mon droit, j'ai continué dans le bureau d'avocat avec Yves Fortier, d'ailleurs, qui était là. Et parce que mon programme de MBA a commencé qu'en janvier, ce qui a été une période fabuleuse, fabuleuse. C'était la crise d'octobre. Et M. Bourassa avait appelé Yves Fortier en disant, il y a trop de monde en prison. Yves, ça n'a aucun sens. Il devrait en arrêter 10, ils n'ont arrêté 150. Et il a nommé Yves avec 2 autres personnes pour regarder les dossiers et libérer les gens. Alors moi, je me suis occupé de beaucoup de ces choses, pas de cet aspect-là, bien sûr. Mais donc, ça a été un travail intense à ce Je moment-là. Je suis comprends. parti faire ma maîtrise. Euh, et quand je suis revenu pendant 2 ans, j'ai enseigné au HEC à temps partiel. J'ai démarré une petite entreprise, je faisais du conseil, puis là, l'école m'a demandé d'aller faire mon doctorat. Alors, mon premier emploi par la suite, quand je suis revenu, c'était à l'école, où je suis resté 6 semaines. Enfin, je suis devenu chef de cabinet de Pierre-Marc Johnson, qui a été nommé ministre du Travail en 77. Et comment s'est passée cette première expérience? Vous avez touché la politique, là, vous étiez plus avec votre famille, là, vous étiez dans un cabinet. Oui, ben moi, j'avais touché la politique quand même beaucoup. J'ai fondé le mouvement Oui, Souveraineté Association à l'Université de Montréal. oui. J'ai déjà fait quelque chose d'utile, etc. Je n'étais pas riniste, et rien n'était trop extrême pour moi. Mmh. Mais quand M. Lévesque a créé le mouvement Souveraineté Association, j'ai plongé et j'ai été hyperactif dans le parti le Parti québécois, évidemment, pendant toute cette période, y compris après la crise d'octobre, pendant les élections fédérales. On a fait l'opération Plus pour doubler le nombre de membres. Les gens avaient peur de s'identifier au parti à ce moment-là.
J'ai été conseiller juridique en chef en 73. En 76, j'étais étudiant à Boston. La campagne est déclenchée. Pierre-Marc m'appelle. Le lendemain, j'étais dans le comté d'Anjou pour diriger sa campagne qui était désorganisée. Alors, 77, donc j'arrive à votre question. Il a eu la chance de se faire appeler par M. Lévesque 3-4 jours avant d'être nommé ministre, ce qui est très rare. OK. Et on a pris notre Jean-Louis Dubé, notre grand ami, grand spécialiste du droit du travail. Il est venu à Montréal et pendant 3 jours, on a étudié toutes les lois du travail. Alors, Pierre-Marc est nommé ministre du Travail. J'accepte d'aller en congé sans solde pour 1 an comme directeur de cabinet, constituer une équipe. Et c'était fascinant parce que la première loi qui avait été déposée la veille, qui était des amendements au Code du travail, il y avait 100 articles. M. Lévesque l'a juste glissé en disant cette loi-là est mal foutue. Et on a fait 100 amendements. Et ça a été un processus très intense avec toutes les instances patronales et syndicales, ce qui a été plus important dans ma vie. Et de travailler à la fois CSN, Conseil du patronat, qui s'oppose à la loi et qui n'aide pas, FTQ et Chambre de commerce qui s'opposent à la loi, mais qui mettent leurs meilleurs spécialistes avec les gens du ministère. Mais donc, j'ai appris à connaître le pragmatisme de la FTQ Oui. et aussi de la Fédération des chambres de commerce en disant, il y a un gouvernement, il prend les décisions. Est-ce qu'on peut s'aider à ce que ces décisions-là soient les meilleures possibles pour la société? Mais donc là, revenons juste à votre Oui. engagement avec le Parti québécois. Vous avez quand même, vous l'avez dit vous-même, j'étais hyper actif. Mais qu'est-ce qui vous animait le plus, vous? Est-ce que c'était le désir d'indépendance, de souveraineté économique? Est-ce que c'était d'exister comme un pays dans le concert des nations? Quel était qu'est-ce qui a provoqué l'étincelle de votre engagement? Ben, je dirais l'étincelle couvait depuis toute la Révolution tranquille, si on peut le dire, parce que faut voir où on était en 1960 comme peuple québécois. Aucun droit pour les femmes, je caricature, mais à peu près. La maman n'avait pas le droit de signer des chèques. On le sait, un peuple qui n'était pas éduqué, si on regarde les statistiques secondaires, un peuple qui n'avait... Le système d'éducation était terrible, l'Église était partout. Au niveau économique, on ne fait pas ça aujourd'hui, mais si on prenait les 20 nationalités sociologiques, là, des gens, les Canadiens français, comme on disait à l'époque, étaient ceux qui gagnaient le moins d'argent, juste devant les Autochtones. Et tous les autres étaient... C'était comme de la discrimination, et la langue aussi. Je veux dire, je me suis fait dire speak white, moi, chez Morgan, quand j'étais jeune, ça marque, disons. Oui, sûrement. Et comme compétence économique, le président du Canadien national, grande manif qu'on a faite, qui dit 12 vice-présidents, pas un francophone, parce qu'il n'y en a pas personne de compétent. Shawinigan Light Heat and Power, même chose avant la nationalisation. Alors, c'est tout ce mouvement-là d'affranchissement, au fond. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être libre? Oui. Est-ce qu'on peut prendre en main notre propre destin? Bon, la forme constitutionnelle, c'était le grand mouvement d'émancipation des peuples et de décolonisation aussi. Effectivement. Mais je vous dirais plus la souveraineté association, qui était quand même ce concept de base de M. Lévesque, en disant est-ce qu'on peut être souverain? Mais oui, participer. Il était visionnaire, parce que les grands ensembles économiques, on en avait un, qui est le Canada, en un sens. Aujourd'hui, il y a le libre-échange avec les États-Unis, avec l'Europe, etc. Alors, c'était d'accéder au statut de pays, mais dans l'harmonie et dans un nationalisme très ouvert et inclusif. Vous disiez justement, quand on parle de développement et de développeurs, M. Lévesque en était tout un puisqu'il proposait une vision qui sûrement vous inspirait. Mais si on revient à l'économie, justement, à l'affranchissement des Canadiens français, des Québécois, vous avez après œuvré dans le secteur privé et vous avez beaucoup fait pour l'entreprise. Donc, racontez-nous votre passage, comment ça s'est fait? Vous êtes allé chez Sécor, mais avant Culinard et d'autres. Avant Métro, Oui. Mais disons, 77, moi, je suis resté jusqu'en 81. Je ne sais pas si vous voulez y revenir Oui, ou allez-y. non. Mais quand j'étais avec Pierre-Marc, après 1 an et demi, je rencontre le chef de cabinet adjoint de M. Lévesque, Michel Carpentier, avec qui j'avais fait toutes les campagnes depuis 10 ans. Puis je lui dis, Michel, comme on est là, autour d'une bière, bon, je suppose que toute la campagne référendaire est prête. Et tu vas me dire, bon, Raymond, voudrais-tu prendre tel petit morceau de responsabilité quand la campagne viendra? Puis là, il me regarde, puis il dit, non, il n'y a rien de fait.
Et là, on est en... Là, on est en Pas loin. 78, on est 2 ans après les élections. J'ai un vocabulaire assez religieux qui est sorti, puis c'était mon ami Michel, j'étais furieux. Tu vas me dire qu'il y en a 100 000 jeunes au Québec qui ont donné leur jeunesse depuis 10 ans pour qu'on prenne le pouvoir pour faire un référendum. Ça fait 1 an et demi qu'il n'y a rien de préparé, il n'y a rien de fait. Une semaine après, j'avais changé de job, j'étais le premier à temps plein sur la campagne référendaire, même dans les débats de l'Assemblée nationale, juste pour Oui, d'abord oui, débroussailler les bien sûr, choses, bien parce sûr. qu'on ne connaissait pas ça, les comités du oui ou du non. On connaissait Ah, ça en Grande-Bretagne, on connaissait ça en Californie, mais à part ça, ici, on n'avait pas d'expérience sur comment ça pouvait se passer, puis démarrer la création des groupes pour le oui, au fond, qui ont été fondamentaux pour la stabilisation. Alors, bon, je passe référendum oui. perdu, je suis resté jusqu'aux élections, perdu mais gagné, parce Ben, que la démocratie a gagné. prenons le temps là, de quelques minutes. Là. Justement, vous parlez de la victoire de la démocratie, mais sur le plan des convictions, qu'est-ce que ça vous a fait? Terrible. Ah non, c'est épouvantable. Votre rêve Mhm, s'écroule, en un sens. mhm, Mais euh, quand un vote à 60-40, quand la moitié des francophones disent non à René Lévesque, qui est mhm. l'homme politique le plus démocratique, Aimer moderne, aussi. aimé, Mhm, etc., puis ils lui disent non, ben, à un moment donné, on en prend acte. ouais, Puis il dit, OK, ben, parfait, merci, c'est la fin de ce chapitre-là. Je mhm. suis resté jusqu'aux élections, euh, par principe. Et puis là, j'avais aussi décidé, puis là, Thomas, mon fils aîné, était né. Et en observant la classe politique, de mon point de vue de cabinet, j'avais décidé que jamais je ferais de la politique avec des jeunes enfants. OK. Parce que c'était une vie beaucoup moins disciplinée qu'aujourd'hui. L'Assemblée nationale, aujourd'hui, a des règles. Avant, Oui. on a siégé un été, il y a eu 2 commissions parlementaires, la loi 101 et le Code du travail, jusqu'à 2, 3 heures du matin, là, sans arrêt, etc. Euh, Ça primait surtout. Ça primait surtout, ce qui entraînait aussi beaucoup d'exagération à Ouais. tous les points de vue. Le MeToo n'existait pas à l'époque, mais à tous les Mhm, points de vue entre les partis aussi, puis mhm. etc. C'était une vie, puis la vie Montréal-Québec est une vie dure aussi. Euh, alors ça m'a pris cette décision-là. Puis j'aurais pu aller dans la fonction publique, on me l'a offert, ou mais ma formation, ma carrière était pour aller dans le secteur privé. Donc, Et donc, j'ai atterri chez Métro Richelieu comme vice-président développement, vice-président oui. stratégie développement. Et j'ai passé 8 ans, puis j'ai vraiment pris cette entreprise qui était une entreprise qui appartenait à ces épiciers, qui est comme une mutuelle d'épiciers. Le mot juridique n'est pas juste, mais ça leur appartenait. Mhm. Et fait à peu près toutes les transactions qui sont le métro d'aujourd'hui, même 30 ans plus tard. Donc, que ce soit fusion avec les Épiciers Unis, l'achat du Super Carnaval, le développement des marchands, les sites, etc., tout le développement immobilier. Et est-ce que Et l'idée de renforcer le secteur économique pour faire exister le Québec avec le vieux rêve que vous aviez, disons, est-ce que c'était une façon peut-être de rendre le Québec plus fort? Est-ce que vous avez vu là-dedans une espèce de poursuite de votre moi, je ne voudrais pas m'auto-psychanalyser, non, mais moi non plus, mais, là, je veux juste savoir si ça faisait mais partie de c'est votre clair, rêve quand on aussi. prend ce secteur-là, dominé par Steinberg, à ce moment-là, qui était la vraie école Mhm. dont on volait les cadres, Ah Provigo, oui? Provigo et nous, oui, c'était l'école de gestion, mais dire pourquoi on n'aurait pas nous, puis les marchands étaient férocement indépendants, c'est des marchands indépendants, mais aussi collectivement indépendants, pourquoi on ne développerait pas notre grande D'accord. entreprise dans le secteur? C'était certainement développer le secteur pharmaceutique aussi, la même chose avec l'achat de Brunet, de Vessin, qui aujourd'hui est un Mhm. très gros secteur chez Métro. Ils ont fini par fusionner avec Mhm. Jean Coutu, comme on le sait aujourd'hui. Mhm. Oui, mais c'est la naissance d'une très grande entreprise. Puis en même temps, ben, m'impliquer dans diverses activités à la fois sociales et aussi sur des conseils d'administration comme Gaz Métropolitain. Est-ce que vous avez gardé des liens avec le politique à ce moment-là? Comment ça se passait? Ben, à partir de 85, non, j'ai quitté en 81, puis Oui, j'ai coupé. oui. Maintenant, quand Pierre Marc est devenu chef de parti et à la campagne électorale, je lui ai donné un coup de main. À ce moment-là, à la fois pendant la campagne, le débat avec Robert Bourassa aussi. M. Bourassa était très habile, il a fait un débat à la radio, et non pas à la télé. La radio était son médium privilégié.
Puis aider dans la transition aussi avec l'équipe de M. Bourassa, parce que moi, j'étais près de l'équipe de M. Lévesque, j'étais près de l'équipe de M. Johnson. C'était pas l'harmonie entre les deux. Euh, Puis le premier ministre élu, il faut aider la transition. J'ai Mhm. passé 6 jours à Québec à temps plein pour aider cette transition. Mais à partir de ce moment-là, de 85 à 2005, j'ai été membre d'aucun parti et actif dans aucun parti. Mhm. Mais vous êtes plus en politique, vous l'observez de loin, mais vous êtes quand même, vous allez vous joindre à la FTQ. Oui. C'est pas de la politique, mais c'en est quand même un peu. Ben, vous avez tout à fait raison. Puis Métro Richelieu aussi, c'est une organisation qui appartient à ses membres. Et là, un jour avant de me joindre au Fonds de solidarité, je me suis joint dès son départ comme membre du conseil d'administration pendant Oui. que j'étais chez Métro, parce qu'un jour, je reçois un coup de téléphone de Louis Laberge, j'avais suivi ce débat-là. Il voulait créer cette institution qui était le Fonds de solidarité, parce qu'il y a 150 000 personnes qui ont perdu leur job dans la récession qui avait précédé, parce que les banques ne leur prêtaient pas. Mhm. Puis il a dit plus jamais. Il était idéologiquement contre le fait que le travailleur investisse dans son entreprise, parce qu'il dit sa job est à risque, si son fonds de pension est à risque en plus, il faut mutualiser le risque, Oui, d'où l'idée oui. du Fonds de solidarité. Vous avez vu l'opportunité. Non, c'est rendre service, parce que je OK. trouvais que c'était une belle idée. Il m'appelle, il me dit Raymond, il n'y a personne du monde des affaires qui accepte de venir, tout le monde a peur de Mhm. nous, qui accepte de venir au conseil. Tu es vice-président chez Métro Richelieu, viendrais-tu? Finalement, il y a eu Gaëtan Couture du Mouvement Desjardins aussi qui est C'est venu. joint. Mais moi, oui, si ça avait été d'autres, je dirais non, mais j'avais vu son sens des affaires parce que j'avais, non, pendant tout le temps au gouvernement, j'avais souvent discuté Mhm. avec lui et les autres. Puis la FTQ est une fédération, Mhm. il ne faut pas l'oublier, c'est pas une centrale. Et il y a comme un ticket modérateur autour de la table entre les travailleurs de l'automobile, les métallos, le syndicat canadien de la fonction publique, enfin, les dizaines de syndicats autour de la table. Alors, oui, c'est du développement, c'est de l'appui aux entreprises pour créer des emplois, les protéger. Mais si c'est clair que ça va être une perte, les collègues là-bas, même comme membres externes qui pensent que c'est pas un bon investissement, entre eux, ils vont faire, ils disent, regarde, c'est l'argent de nos travailleurs, c'est pourri cet investissement-là, on va le Mhm. gaspiller, il faut passer à autre chose. Alors, j'étais chez Métro, puis par la suite chez Culinaire, là aussi, du développement, parce que c'était non seulement Vachon, on a acheté le Vachon, qui est évidemment l'entreprise phare de Beauce, les Joe Louis et autres, et Mhm. qui avait toute une division, et on a, à ce moment-là, moi, je suis allé sur la planète pour voir si on pouvait acheter des compagnies. Et à New York, il y avait une compagnie qui s'appelait Drake's, qui était le Vachon, les petits gâteaux là, Ouais. dans toute la Nouvelle-Angleterre, et qu'on a réussi finalement à acheter, en sachant qu'il y avait des défis d'intégration importants. Mhm. Je suis même allé au Mexique parler aux gens de Bimbo, qui est un géant, pour prendre leur petite division pâtisserie. L'ironie de l'histoire, c'est que 30 ans plus tard, c'est Oui, c'est Bimbo eux qui a qui ont acheté racheté. le pain et qui ont Oui. racheté Vachon. Mais donc, Tout ça récemment. aussi, le développement. J'ai quitté Culinaire quand j'avais organisé la mise en vente de tout le secteur épicerie, parce qu'il y Mhm. avait les biscuits, les whippets, tous les petits biscuits que les Québécois connaissent bien. Mhm. Et j'ai mis un groupe pour acheter la confiture. Mhm. Alors, j'ai failli devenir propriétaire d'une entreprise de confiture, mais Smuckers m'a battu. J'ai gagné contre tous les Québécois, à faire un prix plus élevé. Mais Smuckers m'a battu 18 millions contre 12 millions. J'ai dit merci beaucoup. Mais Et là, j'étais chez Sécor à ce moment-là, mais à temps partiel, pas l'autre. pouvez-vous, en quelques mots, Et dire qu'est-ce que c'est, Sécor? Sécor est une société conseil en stratégie québécoise, autonome, indépendante, fondée par Marcel Côté, Alain Mhm. Cousineau, Yvan Allaire et d'autres, et qui était probablement la plus belle boîte de conseil de stratégie d'entreprise qui existait au Québec. Pas international, mais très adaptée au Québec. Et là, j'ai reçu un appel de Clément Godbout à ce moment-là, qui est président de la FTQ, pour que je me joigne au fond. Là, on est rendu en Oui. 93-14, pour que je me joigne au Fonds de solidarité à temps plein. OK. Puis quand je disais que c'était un peu de la politique, est-ce que c'était la nécessité de fédérer ou le principe de fédérer qui était... Bien, le Fonds de solidarité, par définition, touche à toutes les régions du Québec. Moi, je l'ai transformé en spécialisant les équipes. On a créé les fonds régionaux, les fonds solides partout.
Alors, vous êtes en contact avec toutes les entreprises dans toutes les régions, avec les syndicats Oui, des régions, mais oui, avec les milieux politiques et aussi, parce que voilà. quand une usine est en difficulté ou une entreprise est Mhm, en difficulté, mais que ce soit le maire, le président de la Chambre de commerce locale, le député, il y a toujours beaucoup de pression pour dire venez en aide, s'il vous plaît, mhm. investissez. Alors, ce qu'on a fait, donc, ça a été une expérience passionnante et de développement de cette entreprise qui est devenue ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais aussi l'épargne des travailleurs, ça a été un grand succès. Les comment? L'épargne des travailleurs Oh, l'épargne, qui oui. est passée de 100 millions à 400 millions à 700 millions par année. Cette confiance. Et des gens non plus, les 2 tiers, n'avaient jamais épargné pour leur retraite. Mhm. À ce moment-là, 2 tiers, la moitié, quelque chose comme ça. Euh, donc ça, c'était important. Mais ça m'a permis aussi de m'impliquer dans toutes sortes de débats sociaux. Lucien Bouchard m'avait demandé, j'avais co-présidé le sommet de la jeunesse euh, au niveau du chantier de l'emploi. Il y a eu plusieurs chantiers, il y a eu plusieurs quand même Oui. activités. Et vous avez appris à connaître aussi tous ces gens qui allaient devenir des politiciens que vous alliez croiser. Oui, et de toutes sortes, mais les ministres, qu'ils soient Oui, libéraux, qu'ils soient péquistes, que ce exactement. soit Gérald Tremblay aussi, qui avait été mon collègue à Harvard, puis qui se retrouve à un moment donné Mhm. ministre de l'Industrie. Je mélange peut-être les années, mais je ne suis pas sûr, je ne pense pas. Brian Mulroney, que j'avais connu chez Ogilvy Renault, parce que j'ai déjeuné avec lui une fois tous les 2, 3 mois, et avec Yves Fortier, et qui a aidé la création du Fonds de solidarité. Alors, ça a été une période passionnante, mais j'étais aussi impliqué dans toutes sortes d'activités culturelles et sociales Oui, parce que dans la pour vous, la société. culture tient une place importante dans votre vie. Ben, je pense que c'est fondamental pour notre bonheur, c'est fondamental pour une nation. Et oui, que ce soit ma mère qui était auprès des Compagnons du Saint-Laurent. Les gens qui nous écoutent, là, c'est les Oui. années 50, 60. Papa qui était un grand ami de Gratien Gélina, c'est Gratien Gélina qui a fondé la Comédie canadienne, qui est par la suite devenue le TNM. Alors moi, très tôt, j'ai Vous baigné avez baigné. là-dedans, puis j'ai présidé l'Académie du théâtre au niveau de son comité de financement qui a été créé pendant 5 ans pour aider Mhm. le milieu théâtral. J'étais président du conseil de l'usine C, Carbone 14, qui est pas du théâtre conventionnel, qui Ouais. est Gilles Maheu, qui est un créateur exceptionnel, et tous Mhm. les autres au Québec. Ça a duré pendant 10 ans. Mhm. Mais en même temps, je m'impliquais dans la Fondation de la tolérance. Euh, pour ceux qui nous écouteront, on enregistre alors que encore des guerres Oui, la existent, tolérance mais la au niveau fondation de la politique, tolérance social. au niveau politique, et d'où vient cette haine et le racisme qui conduit au génocide Est-ce qu'elle existe finalement. encore, cette fondation? Oui, elle a changé de nom, elle s'appelle Ensemble, je pense, pour la diversité ou quelque OK. chose comme ça. J'ai été co-présidé parce que c'était la communauté juive qui l'avait créé à l'époque. J'ai co-présidé ça pendant presque une dizaine d'années aussi. Toutes ces implications-là, évidemment, ont cessé quand je suis entré en politique. Raymond Bachand, merci pour ces entretiens. Merci, Pascal.